François Bonnet, bonjour. Merci de me donner ces quelques minutes pour te faire réagir. Donc François, tu es à la fois CNSA, chambre syndicale bien évidemment, négociateur et ce depuis de nombreuses années pour la chambre, on s'y rencontre souvent d'ailleurs, et puis aussi un ex-patron ambulancier dans le département du Doubs. Franche-Comté, région Franche-Comté. François, pour te faire réagir sur un premier point, je vais reprendre une phrase que tu as dit sur la table ronde. 40% des transports que nous réalisons vers l'hôpital finalement entraînent une non-hospitalisation. Est-ce que ça veut dire que notre système de garde actuel est complètement au bout de souffle? C'est quoi le problème là, François? Non, il n'est pas englouti, c'est une nécessité, c'est le problème de l'accès aux soins, de la permanence des soins. C'est aujourd'hui la difficulté de trouver une réponse, je ne vais pas dire urgente, mais immédiate, dans des délais corrects par rapport à l'état des patients. En journée, c'est compliqué. Essaye de trouver un médecin qui puisse te recevoir de ville en urgence. C'est compliqué. Et donc, comme la permanence des soins n'est pas assurée de ce côté-là, on a quand même tendance à envoyer des ambulanciers, ce que j'appelle, moi j'appelle ça des levées de doute, mais de temps en temps je fâche la communauté médicale, mais amener une information au médecin régulateur. Et comme nous sommes rémunérés pour faire des transports, et je rappelle, quand on nous appelle pour avoir un patient, c'est pour aller faire un bilan, pas pour transporter un patient. Exactement. Et comme nous on est rémunérés pour transporter le patient, on va le transporter parce que sinon la sortie qu'on fait, on n'est pas payé. Donc on va emmener ce patient pour un certain nombre d'entre eux qui auraient pu, à l'issue d'un bilan bien posé, avec le médecin régulateur dans un climat de confiance professionnel, de différer ce soin. On va dire ce patient, il peut attendre 4 heures, 6 heures ou demain de voir son médecin généraliste, de trouver une organisation de réponse aux besoins du patient. Un certain nombre sont quand même emmenés, même s'ils sont hospitalisés, pour des façons légitimes. Ça veut pas dire que les 40% ne devaient pas être emmenés. C'est bien toute l'organisation du soin. Le député l'a dit ce matin, c'est cette nouveauté qu'on a découvert à travers la crise, c'est la faculté d'envoyer un professionnel de santé pour amener une crédibilité à la situation médicale de ce patient, d'une évaluation. Ce patient, il a besoin de quoi? Et ça, c'est toute la réforme et l'enjeu de notre positionnement professionnel. C'est l'avenir. Alors justement, allons sur cette réforme, François. Tu as dit quelque chose aussi d'extrêmement intéressant, et là je vais utiliser ton expérience territoriale, ce que tu as su monter chez toi. Tu nous as dit sur la table ronde que pour réussir cette nouvelle urgence, pour créer la confiance, et beaucoup d'acteurs en parlaient, François Braun le premier, toi tu as dit il y a un facteur clé de succès, en tout cas il y en a un, peut-être d'autres, mais il y en a un, c'est être capable d'avoir des données, ambulanciers, pompiers, se disent qu'on ait les données de tout le monde. Raconte-moi ton expérience de territoire et ce qui a fait que ça a réussi. J'ai surtout la chance d'avoir une directrice générale d'ARS qui s'appelait Sylvie Dimension, qui venait de l'INCAM et qui était chargée de tout ce qui était les statistiques, de quelqu'un qui était extrêmement sensible au sujet. Et un de ses collaborateurs, qui a fait venir avec elle, là, tout de suite a souhaité avoir de l'information sur l'activité des urgences. Et surtout sur une activité 100%. 100%. Et on avait même pire que ça, on avait même l'activité programmée d'un CHU. Donc on avait vraiment une donnée data extrêmement importante. Et nous fournissions tous les trimestres, tous les 6 mois, tous les ans, une base de données mais exhaustive. Et jusqu'à combien d'entreprises on a appelé pour effectuer une mission. Donc c'est vraiment très très exhaustif. Et donc, à partir de ces données, il a créé un groupe de travail avec les SDIS pour les sensibiliser à amener aussi leurs données. Et bien sûr, il a une de son truc. Et donc, il a construit un outil autour du besoin des patients et sur l'organisation territoriale qu'il faut mettre. Donc, c'est pour ça que ce simulateur a pu être construit à l'origine grâce à des données des ambulanciers. Donc, la réussite de l'avenir, c'est qu'on doit être maître de nos données. On ne doit pas dépendre de qui que ce soit. La profession doit être maître de ces données, de ces data. Ça, c'est très clair, François, et merci pour le message. J'en rajoute un, parce que tu l'as dit aussi, je suis maître des données, et donc je sais ce qui se passe, et enfin, je qualifie la vraie carence, parce que ça, c'est un débat qui existe depuis de nombreuses années, et dont on sortira jamais, sauf
si je sais la qualifier? Raconte-moi. Ben parce qu'il y a deux types de carences. Il y a la carence organisationnelle, le calibrage des moyens que je mets en place pour les soins de l'urgence hospitalière est-il suffisant sur plusieurs niveaux? La simultanéité des interventions. Deuxièmement, on découvre la filiarisation des soins. Quand j'ai une ambulance dans le Haut-Jura, à 150 km du CHU de Besançon, d'un patient qui a des douleurs thoraciques, ça ne sert à rien d'emmener à l'hôpital local des urgences. Il faut l'amener à Besançon en salle de coronarographie. Ça, c'est la filiarisation des soins. Et du coup, mon intervention, elle ne va pas durer 1 heure, 1 heure et demie. Elle va durer 3 heures, 4 heures. Et la carence, elle n'est pas liée au fait que les ambulanciers n'ont pas fait leur travail. Les ambulanciers faisaient leur travail, mais étaient occupés. Et donc je ne suis pas responsable je suis de cette pas responsable parce que ça, c'est la puissance publique. Savoir si je mets un service d'urgence, si je mets un hôpital, si je mets des lits de telle et telle spécialité, si je mets la chirurgie cardiaque, pas de la chirurgie cardiaque, c'est de l'ordre de la puissance publique. C'est pas l'ordre. On peut donner notre avis de terrain, notre expérience, mais c'est pas à nous de porter cette responsabilité. Par contre, j'ai ma carence à moi, je suis Par responsable. contre, je suis de garde. Je prends l'engagement de mettre des moyens à un moment donné. On m'appelle, je ne peux pas aller. Je ne peux pas intervenir. Ça, c'est une carence opérationnelle qui vient de l'effecteur, qui n'a pas respecté son engagement. Et donc tu dis bien sur cette dimension-là, les ambulanciers doivent tenir les données, elles doivent être périmètre 100%, et comme ça, je peux qualifier les choses et organiser les choses. Je montre là où il y a des optimisations d'organisation à faire, en plus ou en moins, en fonction des horaires, les jours de la semaine. Et s'il y a des gens qui ne respectent pas leurs engagements, et bien là, on va essayer de mettre en place un cercle vertueux de qualitatif, ce qu'on appelle le label UPH, voilà. Entre autres, il y a plein d'autres éléments, bien entendu, mais la traçabilité, l'organisation, le suivi de l'activité des ambulanciers doit relever de la profession d'ambulancier partagée avec les autres. Un dernier point, François, j'aimerais te faire réagir, et j'ai vu qu'au propos de l'ARS Grand Est, tu as réagi, et je pense que tu as raison. Est-ce qu'on est bien d'accord, François, qu'une des clés de réussite de cette nouvelle UPH, c'est que je sois, moi, coordinateur ambulancier? Ça ne peut être que ça, parce que sinon, à nouveau, je ne vais pas voir les choses. Explique-moi, François. Un coordinateur ambulancier, c'est quoi? Déjà, on va déjà déterminer une fiche de poste qui n'a pas été faite. On a mis des coordinateurs aujourd'hui dans les hôpitaux, payés par la puissance publique, par les hôpitaux. Peu de fiches de poste sont mises en place, peu de contrats d'objectifs ont été mis en place. Et comme j'ai demandé l'autre jour au ministère, on a un petit retour d'expérience. On a des données, on a quelqu'un. Donc ça veut dire que ce qu'on appelle un coordinateur ambulancier, pour moi c'est un logisticien, c'est un facilitateur de relations. Tu sais, dans l'industrie, on appelle ça de l'ordonnancement. C'est pas lui qui va commander les pièces, mais c'est lui qui va organiser comment ça doit se faire et tracer. Et en fonction de la suivi de la situation, son rôle c'est de modifier les organisations et d'adapter. Donc on est bien dans un rôle de logisticien, de chef d'orchestre de l'ensemble du secteur d'activité des ambulanciers pour donner un lien transversal inter-entreprise. Voilà. Donc on a besoin de cet outil qui est un outil collectif, un bien des entreprises de transport sanitaire, des ambulanciers, au service des patients et aux besoins de la santé publique. Deux dernières questions, François, sur ce coordinateur ambulancier qui nous ont peut-être fait débattre d'ailleurs un temps. François, ce coordinateur ambulancier, il est basé où? Et c'est qui son patron? Et c'est qui le paye? Alors son patron, c'est la TSU. D'accord. Qui le paye? C'est les ambulanciers qui participent au fonctionnement de la TSU, mais ce n'est pas que le coordinateur. C'est tout le système d'information, c'est le reporting, c'est la formation, parce que il faut bien comprendre que c'est un ensemble dans le dossier. Donc ça relève de la profession et de la responsabilité de la profession. Et la TSU, elle doit avoir un contrat d'objectif. Est-ce qu'elle a rempli ses objectifs pour sa part de responsabilité? Mais je ne veux pas que la TSU porte la responsabilité de l'organisation. Si la puissance publique décide de mettre des moyens à tel endroit, à telle heure, là, je donne mon avis, mais je ne suis pas responsable. Par contre, si j'ai dit, je mets les moyens qu'on me demande à ce temps-là, mes moyens doivent être disponibles à ce moment-là pour effectuer ce qu'on me demande. Merci beaucoup François, très clair, merci.